Bonjour, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors qui est cette fois-ci une vidéo de partage de connaissances et que j'ai appelée Mauvaise humeur, pâté de campagne et tarte au citron. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai appelée comme ça? Eh bien parce qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe quand vous êtes de mauvaise humeur, quand vous êtes un petit peu déprimé, qu'il n'y a rien qui va, que vous êtes fatigué, que vous avez envie de vous fâcher avec tout le monde, que vous avez qu'une envie, c'est de rester sur votre canapé le dimanche après-midi à regarder Mentaliste tranquille et qu'on vienne surtout pas vous embêter. Et puis le fait que pour que ça aille mieux, vous allez aller dans le frigo et puis vous allez bizarrement manger allez, du pâté sur une bonne tranche de pain, le reste de la tarte au citron de midi. Voilà, et comme ça, vous allez faire des va-et-vient toute l'après-midi. Vous serez mieux une fois que vous l'aurez mangé. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que quand on est comme ça, dans un état légèrement déprimé, pas bien, eh bien, c'est vers ce type d'aliment qu'on va rechercher finalement une satisfaction. Alors, pour le comprendre, il faut déjà comprendre que notre corps, notre cerveau, sont nos meilleurs amis. Ils recherchent en permanence notre bonheur, notre bien-être, alors notre bien-être physique, mais aussi notre bien-être moral. Et qu'évidemment, quand ils vous voient comme ça, pas bien, irrité, déprimé, rien ne va, eh bien, votre cerveau, ça lui va pas. Ça lui va pas parce que pour lui, l'état naturel dans lequel il veut vous garder tout le temps, c'est un état de joie, de bonne santé, de bien-être. Et il va vouloir toujours vous ramener à ce qu'on va appeler l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre entre finalement toutes les composantes biochimiques de votre corps, de manière à ce que vous soyez toujours bien. Et cet équilibre, lui, il va toujours essayer de vous y ramener, quelles que soient les erreurs que vous faites, alimentaires ou autres, il va toujours essayer de vous ramener à cet équilibre. Donc reprenons. On est dimanche après-midi, vous êtes affalé sur votre canapé, rien ne va. Votre cerveau, lui, immédiatement, il dit « Oula, une petite baisse de morale, hop, je fabrique de la sérotonine pour que ça aille mieux. » Alors la sérotonine, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est un neuromédiateur, un neurotransmetteur qui a pour objectif de finalement donner un certain bien-être, un équilibre émotionnel à une personne. Et lorsque la sérotonine vient à manquer, eh bien, ce bien-être psychologique, il est en défaillance finalement. Ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Donc notre cerveau va lancer son programme de fabrication de sérotonine. Alors ok, alors cette sérotonine, où est-ce qu'on la trouve? Comment est-ce qu'on la fabrique? Alors on la trouve principalement dans deux endroits. 90% de notre sérotonine est fabriquée dans nos intestins. Un autre pourcentage est fabriqué dans d'autres endroits du corps, notamment dans nos os, et un tout petit pourcentage, 1% environ, est fabriqué dans notre cerveau. Alors, ok, on se dit, bon, on a un gros réservoir de sérotonine dans les intestins, allons-y, puisons dedans, et allons amener tout ça là-haut. Eh bien, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Parce que la sérotonine est une molécule qui n'a pas la capacité de franchir ce qu'on appelle la barrière évidemment le nom m'échappe, hémato-encéphalique. Alors cette barrière hémato-encéphalique, qu'est-ce que c'est? C'est une frontière, c'est une protection qui existe entre notre corps et notre cortex cérébral. Et cette frontière, elle a pour objectif finalement de ne pas laisser passer n'importe quoi. Alors, même si par ailleurs il va y avoir des drogues par exemple qui vont passer ou des médicaments qui vont passer, mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas la possibilité de passer cette barrière. Et la sérotonine en fait partie. Ok, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre cerveau a la capacité de fabriquer lui-même de la sérotonine, on l'a vu, 1% de la sérotonine est fabriquée dans notre cortex. Très bien. Oui, mais alors comment est-elle fabriquée? Eh bien, elle est fabriquée à partir d'un précurseur. Ce précurseur s'appelle le tryptophane. Encore un nom barbare, je suis désolée. Alors le tryptophane, qu'est-ce que c'est? C'est un acide aminé. Et cet acide aminé,
c'est un petit peu comme une lettre de l'alphabet. Il existe une vingtaine d'acides aminés dans le règne animal et végétal, et avec ces 20 acides aminés, cette vingtaine d'acides aminés, en fonction des classifications, ça va être 23 à 24, eh bien on va être capable de fabriquer toutes les protéines qui existent dans le règne animal, dans le règne végétal. Ok, allons-y, prenons du tryptophane et commençons la fabrication de sérotonine, puisque en fait, seul le tryptophane est capable de passer cette fameuse barrière hémato-encéphalique. Alors c'est là que intervient encore un gros problème. C'est que ce tryptophane, il part avec un gros handicap dès le départ. Premièrement, c'est l'acide aminé le plus rare. 1%, il rentre à peu près dans la composition de 1% des protéines. D'autre part, c'est le plus fragile. Il est extrêmement sensible aux associations chimiques, à la température. Voilà. Donc c'est un acide aminé qui est fragile. C'est un acide aminé qui est très peu stocké par le foie et qui, d'autre part, ne va pas rentrer dans la composition que de la sérotonine. Il va rentrer dans la composition d'autres choses. Alors, je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous êtes en carence de vitamine B3, votre organisme va avoir besoin, à un moment donné, de vitamine B3. Vous ne lui en apportez pas par l'alimentation, donc il va être obligé de se le fabriquer lui-même. Ok. Mais sauf que pour fabriquer 2 pauvres malheureux milligrammes de vitamine B3, il est obligé de prendre 60 mg de tryptophane. Donc il est capable, l'organisme est capable de fabriquer la vitamine B3, mais à un coût exorbitant de tryptophane. Donc vous voyez que le tryptophane, finalement, on en consomme très peu. C'est un acide aminé qui est fragile, qui est mal stocké, peu stocké, qui est utilisé dans d'autres choses. Donc finalement, ce qui va rester ne sera pas forcément disponible pour fabriquer notre sérotonine cérébrale. Ok, mais maintenant qu'on a dit ça, faut quand même qu'on avance un petit peu sur le sujet. Et puis ça ne nous amène toujours pas à notre tarte au citron et à notre pâté. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on va aller manger un bout de pâté ou un bout de jambon qui traîne? Parce que le tryptophane va se retrouver en grande quantité, notamment dans tout ce qui va être protéines animales. Donc, toutes les protéines animales, toutes les viandes, un certain nombre de poissons, dans les œufs, dans les produits laitiers. Dans d'autres aliments aussi, mais pour l'instant on va s'intéresser à ceux-là. Donc, quand vous allez dans votre frigo et que vous prenez une bonne tranche de pâté, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avaler du tryptophane ou une tranche de jambon ou un œuf dur qui traîne, enfin voilà. Mais par contre, vous êtes en train de manger une protéine animale, donc vous n'allez pas manger que du tryptophane, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les protéines sont faites d'une succession d'acides aminés. Et parmi tous les autres acides aminés que vous allez consommer, vous allez également consommer 5 autres acides aminés qui ont la particularité d'être des concurrents au tryptophane dans cette grande course qui consiste à passer notre barrière hémato-encéphalique. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de se pointer, que notre petit tryptophane se pointe là à pied devant la barrière encéphalique, toc toc, c'est moi, est-ce que je peux rentrer? Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il va falloir qu'il monte patte blanche, qu'il monte dans un bus, et que ce bus, qui n'a qu'une place, le transporte de l'autre côté de la barrière hémato-encéphalique. Et le problème, c'est quoi? Eh bien, c'est que ce bus, il transporte aussi les 5 autres acides aminés qui sont concurrents au tryptophane. Donc il y a une espèce de course là, quand vous consommez par exemple des protéines animales, quand vous consommez du lait, quand vous allez prendre un yaourt, un fromage blanc, il va y avoir une course pour finalement qui va monter dans le bus le premier. Mais votre corps sait où aller puiser rapidement de grosses quantités de tryptophane. Il le sait. Il ne se trompe pas quand il vous envoie dans le frigo chercher du pâté ou chercher un yaourt. Il ne se trompe pas. Par contre, voilà, on a vu qu'il y avait des concurrents et que le tryptophane que vous alliez assimiler ne va pas forcément arriver là où on veut. Alors le corps a encore une deuxième astuce. Et là, franchement, il est quand même extraordinaire parce qu'il faut bien se souvenir que lui, son objectif, c'est que vous alliez mieux tout de suite là, maintenant.
il est finalement en permanence comme un pompier qui est tout le temps en train d'éteindre des dizaines de feux qu'on allume en permanence en fonction de comment on se nourrit, comment on vit, etc. Donc il est tout le temps là en train de faire le pompier. Donc il réagit toujours dans l'urgence de tout. Il n'a pas le temps finalement de se faire un plan à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc dans l'urgence, il sait ce qu'il faut faire pour que le tryptophane passe cette fameuse barrière hémato-encéphalique. Il sait que si vous mangez du sucre en même temps, beaucoup de sucre, eh bien voilà ce qui va se passer. Vous allez aller chercher une bonne tranche de pain pour étaler votre pâté, une bonne baguette. Vous allez aller chercher une bonne part de tarte au citron qui vous fait envie. Parce qu'à ce moment-là, elle vous fait envie. Elle vous fait envie. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, il est bien plus fort que vous, bien plus costaud que vous. Il veut vous ramener à l'équilibre émotionnel et il va utiliser toute sa puissance finalement de suggestion biochimique pour vous pousser finalement dans votre frigo et dans votre placard. Ne culpabilisez pas, c'est pas que vous n'avez pas de volonté, c'est que votre cerveau il est bien plus fort que vous. Et quand vous allez absorber tout ce sucre en immense quantité, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que votre pancréas va sécréter une grosse quantité d'insuline pour aller déloger ce sucre du sang, parce qu'il n'est pas question que vous ayez un taux de sucre sanguin trop élevé, sinon c'est le coma, c'est la mort. Donc il va prendre ce sucre et il va aller le stocker dans le foie. Et puis, si vous continuez à manger du sucre, il ira le stocker ailleurs, si vous voyez où je veux en venir. Bien. Mais là où c'est fort, c'est que cette insuline qui va aller récupérer comme ça ces molécules de sucre, elle ne va pas récupérer que ça. Elle va récupérer aussi les 5 autres acides aminés qui traînent et qui sont concurrents du tryptophane. Et elle va les emmener avec. Et là, notre tryptophane, peinard, il a le bus pour lui tout seul. Et là, c'est l'autoroute. Il rentre, il pénètre enfin dans votre fameuse barrière hémato-encéphalique, il pénètre dans votre cortex cérébral. Et là, la machinerie se met en route. Production de sérotonine. Et là, ça va mieux, quoi. Ça y est, vous avez mangé votre bout de pâté, vous avez mangé votre tarte au citron. Et là, franchement, vous êtes mieux, vous êtes sur votre canapé et ça va mieux. Sauf qu'on sait bien que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, pourquoi ? Parce que vous avez mis une trop grosse quantité de sucre d'un coup dans votre corps, que vous avez fait une trop grosse décharge d'insuline et que dans 1 heure, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez être en hypoglycémie. Et de cette hypoglycémie va naître un sentiment de nouveau de malaise, de pas bien. Et vous allez retourner dans le frigo. Et on est parti sur un cercle vicieux que vous connaissez peut-être aussi bien que moi. Alors comment est-ce qu'on peut se sortir de ça ? Déjà en comprenant ce qui se passe. Maintenant, à chaque fois que vous serez déprimé, à chaque fois que ça n'ira pas bien, vous savez que ce dont votre cerveau a besoin, votre état émotionnel a besoin, c'est de sérotonine. Et que pour avoir cette sérotonine, il faut que vous lui fournissiez du tryptophane. Où est-ce qu'on trouve du tryptophane ? Je vous l'ai dit, dans les aliments de type viande et laitage, mais pas seulement. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que quand on rééduque finalement son système alimentaire, eh bien, on apporte à notre organisme en permanence ce dont il a besoin tout le temps pour que nous puissions vivre de manière harmonieuse physiquement et psychologiquement, et qu'on peut le faire sans en avoir à payer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les conséquences, parce que si on consomme trop de protéines animales, si on consomme trop de lait, on va sur le cancer, on va sur les maladies dégénératives, on va sur les maladies dites de cellulisation, de diabète, d'hypertension artérielle, de sclérose en plaques. Donc il y a une autre alternative, c'est d'aller trouver ces acides aminés et cet acide aminé-là ailleurs. Alors où est-ce que vous pouvez le trouver ? Vous pouvez le trouver par exemple dans le riz. Le riz, dans 100 grammes de riz, vous avez, alors attendez, je l'ai noté ici parce que je ne connais pas le dosage par cœur, vous avez 31 mg de tryptophane. Or, il faut savoir que par jour, on a besoin d'à peu près 6 mg de tryptophane. En tout cas, c'est les recommandations journalières qui sont connues aujourd'hui. Elles évolueront peut-être dans le temps, parce que ça arrive. Aujourd'hui, on estime qu'il faut 6 mg de tryptophane. 100 g de riz, donc une bonne portion de riz à midi, va vous apporter 31 mg de tryptophane. Va pas vous apporter que ça, va vous apporter aussi les autres. Mais comme vous consommez du riz, que le riz est un glucide, qu'il y aura quand même cette décharge d'adrénaline, mais qui sera beaucoup plus douce que ce gros flush que vous allez mettre en mangeant par exemple une tarte au citron, eh bien, rassurez-vous, les concurrents du tryptophane seront aussi évacués gentiment de la circulation sanguine, à juste proportion bien sûr, et permettra
malgré tout, tryptophane de passer la barrière. Vous retrouvez dans les lentilles à peu près en même quantité, non, beaucoup plus importante, 80 mg de tryptophane dans 100 g de lentilles. On a besoin, je vous le rappelle, que 6 mg de tryptophane par jour. Dans le quinoa, 52 mg. Vous allez le retrouver aussi dans un certain nombre de légumes verts, les haricots verts par exemple, les endives, les choux de Bruxelles, la ciboulette. Ces 4 légumes-là, par exemple, il y en a d'autres, mais ces 4-là, par exemple, contiennent du tryptophane et pas les autres. Donc, haricots verts, riz, par exemple, à midi, c'est vraiment le bon cocktail antidépresseur. Vous allez le retrouver aussi dans un certain nombre de fruits, par exemple la noix de coco, par exemple tout ce qui va être oléagineux, donc les noix, les amandes, les noix de cajou. Et puis vous allez le retrouver aussi dans d'autres légumes dans lesquels j'insiste beaucoup pour les jus, c'est-à-dire les carottes, le céleri, les épinards, le pissenlit. Alors il va y avoir d'autres acides aminés, mais il y en aura que 2 autres pour le coup. Il n'y aura pas tous les acides aminés qui seront concurrents. Et du coup, vous voyez que en consommant beaucoup de jus de légumes tous les jours, en consommant des légumes frais, crus, bien évidemment, à partir du moment où vous cuisez ces légumes, au-dessus de 50-60 degrés, vous dénaturez complètement votre légume. Les protéines ne seront plus forcément exploitables telles quelles. En consommant du riz, en consommant des lentilles, eh bien vous allez donner à votre corps ce dont il a besoin pour gérer un état émotionnel un petit peu chargé, voilà. Donc, vous voyez que finalement, quand on comprend ce qui se passe, quand on est capable de détricoter, comme je dis souvent à mes patients, quand on est capable de redétricoter un petit peu tout ce qui se passe et d'aller rechercher au cœur de la cellule le fonctionnement, ben, on comprend. Et c'est en s'appropriant cette connaissance qu'on va être capable de faire un travail vraiment de fond et un vrai travail de changement. Parce qu'on sait bien que manger tout un après-midi des chocolatines, du pâté, du fromage, etc., ça va nous apporter un certain bien-être ponctuel, mais qu'au bout de la course, au bout de la route, c'est pas du tout ce qui est souhaitable pour nous. On va prendre du poids, on va prendre le risque de développer des cancers, de développer de l'hypertension artérielle, de développer du diabète, etc. etc. Donc il faut vraiment, finalement, comprendre comment tout ça fonctionne, finement, et ensuite, en s'appropriant cette connaissance, eh bien, la mettre en pratique sur nous-mêmes, de manière à nous faire avancer sur le chemin de la pleine santé, qui, je le rappelle, est le chemin que veut toujours suivre, on va dire, votre cerveau, votre cortex cérébral. Sa préoccupation première, c'est de toujours maintenir cette homéostasie, et on verra au fil de ces vidéos qu'on y revient toujours, parce que tous les écarts que vous allez faire, qu'on va faire, parce que j'en fais aussi, il y en a qui pourraient carrément nous faire mourir si le cerveau ne prenait pas en urgence un certain nombre de dispositions. Donc, le message d'aujourd'hui, voilà, c'est réappropriez-vous cette connaissance, partagez-la, faites-la connaître autour de vous, expérimentez-la, appropriez-la vraiment intimement et continuez sur ce chemin de la bonne santé. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.